Bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Cryptosphère. On est aujourd'hui en compagnie de Steve, Bonjour, fondateur de HashGuard, une solution de stockage décentralisé. c'est exact. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors je vais commencer, par présenter, notre projet très rapidement. Donc en fait, HashGuard, c'est, une porte d'entrée qui facilite, l'accès au stockage décentralisé. C'est votre Dropbox décentralisé pour dire les choses très clairement. Très bien. Et quelle est la proposition de valeur OK. d'HashGuard? Alors la proposition de valeur, principale, c'est de rendre l'utilisateur plus souverain de sa donnée. Actuellement dans le web 3, chaque utilisateur est souverain en détenant ses propres clés de crypto-monnaie. Donc c'est ce qui fait un utilisateur souverain. Nous, on s'est dit, on pouvait faire exactement la même chose en fait pour la data, en rendant l'utilisateur du coup souverain. Encore une fois, je vais le répéter souvent ce mot-là, mais il est au centre, il est central. Ce qui fait qu'en réalité, l'utilisateur donc a sa propre clé et c'est lui qui décide vraiment, qui, peut, voir sa data, et la partager comme il le faut. Voilà. Tu nous parles de souveraineté, je Oui. vais poser une question là-dessus. Il y a la majorité des opérateurs se trouvent en Amérique et en Chine. Pourquoi votre solution est-elle importante et cruciale dans la situation actuelle? Alors je pense que la situation actuelle, elle est claire pour tout le monde, on l'a vu récemment avec l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve un petit peu dans un étau, technologique. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 70 des entreprises, européennes qui sont technologiques, qui sont sous capitalisation, américaine. L'enjeu de souveraineté est aussi également de ce côté-là. Le Patriot Act aussi également, accélère un peu plus, ce genre de débat. Hem et actuellement, si on regarde, en Europe, le sujet de la souveraineté, nos élus, bon, sont dessus, essayent de trouver des solutions, mais on voit encore qu'il y a des contrats qui sont signés chez Microsoft à droite, à gauche. Hem, je suis pas fâché contre la centralisation quand c'est bien fait, hein, concrètement. Heu, par contre, on a la capacité technologique actuellement grâce à la blockchain, au stockage décentralisé, de pouvoir remettre en fait, cette souveraineté, en Europe et éviter de 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 faire fuiter nos données, commercialement parlant et dans l'industrie, au niveau, international, oui. Et comment les utilisateurs, européens sont-ils impactés par cette situation actuelle? Je sais pas trop comment te répondre réellement à cette question piège, Alors, d'un point de vue utilisateur, basique, comme toi et moi, on le sait tous, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc effectivement, tes données vont être, prises commercialement parlant. D'un point de vue encore un peu plus glauque, au niveau de la pédocriminalité, il faut savoir qu'une photo sur 2 se retrouve sur les disques durs, d'un pédocriminel, et photo mise par une famille sur Facebook, par exemple. Donc c'est quand même, c'est assez scandaleux. Donc de ce point de vue-là d'utilisateur, il y a tout intérêt à un peu recentrer, sa vie privée. C'est un outil aussi démocratique quelque part d'avoir le pouvoir, le contrôle sur sa vie privée et ne pas tout donner. Et d'un point de vue industriel, il faut pas se cacher, bah, si on retourne un petit peu sur le sujet américain, même chinois, peu importe au final, c'est pas des enfants de cœur et s'ils Mmh. récoltent nos données, c'est vraiment aussi, pour leur business quoi, clairement. Et comment HashGuard compte, régler ces problèmes? Alors, bah, comme, je te le disais au départ, un coffre-fort numérique, par clé déterministe. Je vais pas trop rentrer dans la technique pour saouler tout le monde, mais, du fait d'avoir ses propres clés, de chiffrement via toute une gestion de clés déterministes et cetera, vous êtes maître en fait de vos données. C'est chiffré localement par défaut. Ensuite, c'est renvoyé directement sur des serveurs décentralisés basés en Europe et on y tient beaucoup. Par exemple Albi, en Suisse, à Paris et cetera. Et ensuite, lui, il a son espace, de stockage, de données et c'est lui qui a sa clé, point barre. Et qu'est-ce qui vous différencie de solutions, plus décentralisées comme Filecoin? Alors, vis-à-vis de Falcon, on n'est pas concurrent. Nous, justement, on se sert de ce genre de solution. Le constat, il est clair et je pense que ça répondra à tes futures questions. C'est en réalité, dans l'univers du stockage décentralisé, c'est un peu la Ford en poigne, si tu veux. Il y a un peu, bon, il y a Falcon, il y a SIA, il y a Airwave, il y en a beaucoup, il y a Flashback, enfin bref, ils sont nombreux. Ils ont tous une proposition de valeur excellente, mais le truc, c'est que personne l'utilise directement parce que c'est soit compliqué, ou soit les gens ne sont pas assez, comment dirais-je?
sensibles, à cette techno-là. Donc il y a un manque de maturité sur ce marché, il y a de la disponibilité de stockage, mais qui n'est pas encore exploité, parce qu'on n'a pas forcément l'outil, qui rend mature, en fait, ce secteur-là, quoi. Et du côté de HGuard, quels sont les obstacles que vous avez remarqués en termes d'adoption, d'utilisateurs? Alors, c'est exactement ce que je soulignais juste avant, c'est le la barrière technologique. Aujourd'hui, on est tous d'accord à se dire que si on veut que le secteur web 3, blockchain et cetera soit en expansion, il faut que ça soit vraiment, entre les mains de tout le monde. Heu, Nous, par exemple, dans notre idée, on veut commencer par le web 3 utilisateur parce qu'on ne veut pas s'amuser à évangéliser la terre entière au départ, parce que ça demande, des moyens, on n'a pas encore ces moyens-là. On est une très jeune start-up. Mais si les outils sont bien faits derrière, toute la abstraire en fait toute la couche technologique compliquée, par exemple régler un deals entre une personne et une autre, ça reste, pour l'utilisateur très simple. Donc nous, on règle ça. Alors c'est complexe, dans la cuisine Web 3, Mmh. mais devant, c'est une vitrine Web 2 quoi. Il y a beaucoup de solutions de cloud, Ouais, surtout centralisées, ouais, comme AWS et bien sûr. Azure. Ouais. Comment vous comptez, convaincre les utilisateurs à utiliser plus votre solution que, AWS ou Azure? Ouais, alors, AWS ou Azure, bon après c'est des offres très particulières, c'est des mastodontes. On va pas se parler chinois pour le coup, mais, on veut pas non plus, prétendre faire tomber ce genre de personnes. C'est pas du tout la prétention. Par contre, l'élément, de différenciation par rapport à un Google Cloud ou un AWS et cetera, c'est vraiment sur le côté souverain et d'avoir sa propre clé, de stockage directement. Juste pour faire, vite fait un parallèle, heu, généralement, enfin AWS ou même Google, peu importe, peuvent proposer, ou même Proton, hein, peuvent proposer justement une clé de chiffrement. Ça existe. Par contre, la clé de chiffrement, elle est sur leur serveur directement. C'est pas vous qui la possédez. C'est là vraiment où nous, on se différencie, totalement du reste, quoi, C'est-à-dire? de posséder sa clé. Très bien. Et donc à quel moment vous arrivez, vers l'utilisateur? Comment ça? C'est-à-dire, on utilise Filecoin, pour le cloud Ah OK, OK. décentralisé et vous Alors, arrivez à quel moment? ouais, sur le processus, en fait, pour faire très simple, l'utilisateur et c'est un élément aussi de différenciation par rapport aux autres, l'utilisateur va prendre son fichier et va le chiffrer localement. OK. Ça, c'est une grosse différence par rapport, au reste. Une fois qu'il est chiffré localement, il est poussé, nous, sur notre front et sur du front, il part directement sur les serveurs, décentralisés. Voilà. Et précédemment, on a eu, Valentin Ouais, qui nous parlait de régulation et de RGPD ouais, dans le domaine du cloud. Il y a pas mal de réglementations. ouais. Comment vous comptez, vous réglementer et quelles sont les exigences, en Europe qui peut-être vous freinent ou, vous aident? Alors, pour le moment, on reste très RGPD dans le sens où, l'utilisateur, est, totalement maître, de sa donnée, contrairement, par exemple, à des solutions, américaines, quoi. Où là, la RGPD, c'est très compliqué. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet, mais enfin, on aura bien compris le principe. Là, l'utilisateur a toute transparence de sa donnée. Il sait où ça va, comment ça se passe et comment elle est protégée. Voilà, donc pour le coup, et c'est pour ça qu'aussi on veut aller chercher des fonds pour aller encore plus loin sur la réglementation et d'un autre point de vue aussi également sécuritaire, qui a peut-être pas trop de rapport, mais par exemple l'ISO 27001 fait, partie des enjeux, actuellement sur notre solution HGuard pour être, full réglementé et sécurisé, quoi. Tu nous parlais de lever des fonds. Ouais. Quel est votre business model? Comment vous générez de l'argent? Alors le business model, au tout début, donc on aura une version freemium pour faire découvrir la plateforme. Alors ça a un côté aussi marketing, mais également, nous, le but, c'est que tous les utilisateurs puissent avoir la solution en main et la tester au moins une fois dans sa vie. Au niveau du business model, on va casser un petit peu les codes, mais très peu, enfin, on va essayer. Il y aura du stockage à la demande. Nous, on estime qu'aujourd'hui, d'un point de vue limite empreinte écologique, pour parler très rapidement écologie, même s'il y a pas de on a énormément de stockage et on s'en sert pas du tout, quoi. Alors que, on peut lire un peu partout que on a des problématiques d'espace de stockage en Mmh. plus de ça. Donc on veut faire du stockage à la demande. Si tu as besoin juste d'aller stocker 1 giga, juste 1 giga te suffit, tu payes pour 1 giga. On fera des formules aussi d'abonnement,
sur lequel pour le moment on travaille. Il nous faudra des retours Mmh. d'utilisateurs pour connaître, vraiment le prix, exact et cetera. Il y a quand même un point qui est cool avec, le stockage décentralisé, c'est que c'est beaucoup moins cher parce que moins utilisé, donc du coup on arrive à avoir des coûts intéressants. Donc ce pour le donc solution d'abonnement, il y aura des solutions aussi d'API pour entreprises. Voilà grosso modo le business model, quoi. Et quelles sont les prochaines étapes de HGARD? Ah, bon, il y a beaucoup d'étapes. Tu le temps? On a tout le temps. OK, OK. Prochaines étapes. Là, on termine, notre bêta. On avait déjà fait précédemment une bêta, au mois de mars avec une petite vingtaine d'utilisateurs, Web 2, Web 3, professionnels. Donc là, on finalise en fait cette, bêta pour, nos futurs, utilisateurs donc qui sont dans le programme Insider. Donc moi, je vous invite à aller sur hashguard.io, vous inscrire. Il faut juste s'inscrire, valider son compte, et partager un code de parrainage, tout simple et vous êtes tout de suite dans le programme, Insider. Donc ça, c'est le la prochaine étape. Également avec KaiExec où on va ajouter une couche de protection supplémentaire avec Data Protect. On va aller encore plus loin qu'KaiExec parce qu'on adore cette équipe, que je salue, beaucoup. Ensuite on va travailler sur, la levée de fonds, qui est vraiment là notre ambition juste après, cette bêta où on va tout peaufiner de A à Z. On travaille notre stratégie marketing et cetera, tokenomics, enfin voilà, beaucoup de choses qui du boulot. En parlant de en parlant de levée de fonds, Oui. je voulais plus, nous recentrer sur Cube 3. Ouais. Comment Cube 3, vous aide à progresser, à faire progresser, HGARD? Bah, déjà, je vais remercier Cube 3. Déjà dans un premier temps, comme ça je l'oublierai pas. On a commencé de nous paraître incubé, avec, Cube 3. Donc c'était une superbe période. On n'était pas dans les mêmes locaux, mais superbe aventure et là, on est passé, en accéléré suite, au concours qui avait été fait, récemment. Bah, du coup, Cube 3 nous aide à tous les niveaux, que ça soit en termes de relations, comme là aujourd'hui avec toi, des professionnels du secteur, que ça soit bancaire, VC, réglementaire et cetera. Ça nous remet toujours, dans ce bain où, parfois on oublie, hein, la réglementation, c'est tellement vaste et Mmh. compliqué. D'avoir des retours de professionnels, d'être, avec les startups qui sont là actuellement, pouvoir échanger. Ça crée des liens d'amitié également. Et puis, ce côté aussi, réseau, de pouvoir, communiquer, plus facilement. Et puis les équipes, honnêtement, bah, top quoi. Je suis totalement d'accord. On est d'accord. Je suis totalement d'accord, je peux pas dire mieux On est d'accord. et en parlant de choses positives, quel est ton meilleur souvenir chez Cube 3? Chez Cube 3, il y en a un paquet. En vrai, mon meilleur souvenir, bah, déjà, c'est d'avoir été sélectionné. Bon, pour la allez, je vais une petite anecdote, pour, ma première inscription, j'ai vu le message de Valentin sur, Twitter et OK. c'était le dernier jour. J'ai envoyé mon dossier complètement à l'arrache. Je me suis dit: Voilà. «Jamais ça passera», mais vraiment et par chance, on a été recontacté à l'époque, on était passé entre les mains d'Alexis et Louis et puis, ils nous avaient vraiment challengé, sur des questions. Je me suis dit: «OK, est-ce qu'on était prêts? Je sais pas», mais du coup, c'était très cool. Après, bah, les souvenirs, il y en a un petit paquet, hein, honnêtement, là, le dernier en date, c'est le salon, Web3 IA qu'on a fait, vraiment, c'était, quelque chose de top pour se préparer, sur d'autres salons un peu plus grands donc et même les rencontres qu'on fait avec les professionnels, en vrai, c'est des bons moments donc dans la vie d'entrepreneur, de start-upper, ce que vous voulez, en vrai, c'est génial à chaque fois. Moi, je viens ici, je suis heureux de faire la route, pas comme quand je travaillais avant, mais vraiment, je suis heureux de venir et je sais que je vais passer un bon moment et que ça va être, quali à chaque fois, quoi. Et dans les coulisses, comment s'est passé, la le pitch pour, arriver, à la saison 2 de Building Public? Comment c'est passé de ton côté? Alors c'est pas moi qui ai pitché parce que j'estime dans mon équipe, on doit être tous capables de pouvoir pitcher Mmh. la solution. Donc on tourne tous, sur le pitch et puis, bon, bah, là, c'était moi d'ailleurs le week-end dernier, c'était à mon tour. J'étais ravi de faire cet exercice, j'adore le faire. Là, c'était, Lucas, notre ancien CFO qui avait fait, le pitch, donc beaucoup de pression parce que du coup, on était devant des professionnels, très chevronnés, enfin, c'était assez impressionnant. L'équipe de BFM, l'équipe de tournage, le plateau, enfin,
vraiment pour le coup, c'est pas du petit pitch, quoi. Donc on s'était préparé énormément, on avait loué un Airbnb, on s'est entraîné, surentraîné, pour, voilà. Après, c'est vraiment la clé d'un bon pitch, c'est de s'entraîner, quoi, hein, et de lâcher un peu la pression aussi, c'est le plus dur. Et en parlant de pitch, imagine que je suis un investisseur qui m'intéresse, au cloud décentralisé et en particulier HashGuard. Ouais. Comment comptes-tu me convaincre? C'était une des questions pièges que tu avais à me poser, effectivement. Alors, aujourd'hui, si je devrais convaincre un investisseur, c'est, tout simplement de lui dire que nous, on a un projet prometteur qui règle une bonne fois pour toutes le problème de souveraineté en Europe, avec, tout le système de chiffrement et de coffre-fort, numérique, et d'avoir un vrai cloud décentralisé, façon Dropbox, qui soit vraiment pour tous les utilisateurs. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais là, à chaud, je te dirais ça comme ça. Et pour les utilisateurs, pour les personnes qui nous écoutent, Ouais. heu, le marché du cloud représente combien en termes de taille, en termes de milliards, Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête. C'est assez énorme sur les derniers, papiers que j'ai lus, il y a pas mal d'évolutions. Environ 2030, c'est des marchés à plus de 470 milliards de dollars. OK. C'est une évolution, complètement folle. Il y a ce côté-là, il y a ce côté comme quoi aussi également le stockage les réseaux de stockage commencent à être saturés, c'est très lourd, et on a du mal vraiment à avoir de la place. On suit de près les technologies émergentes, comme, le stockage sur l'ADN. Je vous invite à aller voir une vidéo d'Underscore, sur ce sujet-là, qui est très intéressante, avec une société qui s'appelle Biomemory, à suivre sur LinkedIn, moi je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, on est capable de stocker de la donnée sur de l'ADN avec, un appareil qui permet un comment ça s'appelle, pour l'ADN là? Pour Je travailler, je l'ai plus en tête. Bon je sais pas. bref, ceux qui l'ont, parfait. Je suis On désolé, n'a pas ce le mot niveau de m'échappe. compétence. Ça vaut 3 500 € le plus petit modèle. Bref, on OK, est capable de faire ça aujourd'hui, donc on suit ça aussi de près. C'est vraiment, quelque chose qui est plutôt très intéressant, ouais. génial. Merci beaucoup Eh Steve ben, merci à et toi, c'était un hâte plaisir. d'en découvrir plus. Ça On se marche. retrouve pour un prochain épisode des podcasts Cryptosphère. À bientôt.